Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à Pas sorti du bas. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 610 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'environnement. Comme NAC a ses racines dans le trail, l'entreprise a des valeurs environnementales très fortes. Question de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour protéger et préserver notre terrain de jeu. Ça commence par l'étampe B Corp, une certification qui est uniquement accordée aux entreprises qui répondent aux normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. NAC n'utilise que des protéines à base de plantes et de grillons. La protéine végétale produit 11 fois moins de gaz à effet de serre que les protéines de viande et l'élevage de grillons nécessite 13 fois moins de terre et 2000 fois moins d'eau que l'élevage de bétail. NAC utilise également des ingrédients revalorisés puis des emballages durables. D'ici 2025, l'ensemble des emballages seront 100% réutilisables, recyclables ou compostables. Et pour chaque commande en ligne, NAC plante un arbre avec l'objectif déjà très bien entamé d'en planter 10 000 avant la fin de l'année. Tu veux contribuer? Passe ta commande en ligne dès maintenant en te rendant sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Marianne Hogan, t'es de retour à Pas sorti du bois pour la On les compte plus rendu là. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bienvenue tout le monde à cet épisode numéro 212, je crois. J'ai peur le décompte. On rit avant de commencer. On se rappelait plus comment tu te présentais au début de l'épisode. Tu l'as juste fait 22 fois. Mais bonjour, ici Marianne Hogan. On se posait la question. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était sur une terrasse, sur un rooftop à Silverton, juste avant la Hard Rock. Contexte un peu différent. On est en Zoom. Comment tu vas, Marianne? Ça va super bien, merci toi. Ça va super bien. Écoute, on est là pour jaser de ton UTMB, cette prise 2 sur la petite course de quartier, comme ils appellent. Avant qu'on se lance dans l'UTMB, j'ai envie de te demander comment ça va, comment va la vie de nomade. On s'est pas parlé depuis un petit bout, puis tu nous avais raconté ça, ce nouveau passeport irlandais qui te permettait de vivre sur la route. Comment ça se passe? Ça se passe super bien, j'aime ça. La vie de nomade me traite vraiment bien. Puis si j'ai de plus en plus la question, là, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas par après? Et puis des gens qui sont surpris que je continue la vie nomade, mais pour être honnête, on dirait que je me vois pas du tout retourner à un domicile fixe. Et puis j'adore ça en fait, les plans se font. Des fois au jour le jour, des fois à la semaine, et puis j'aime ça de pas savoir où est-ce que nécessairement je vais être le lendemain, et puis essayer de sauter sur les opportunités. Puis je pense que j'ai l'opportunité de profiter de tout ça en ce moment, donc je le fais. Ouais, puis t'as l'air bien entouré aussi. Tu sais, je suppose qu'avec le temps aussi, tu t'es créé un réseau par le trail, par le fait que tu as vécu aux États-Unis. Tu sais, fait que peu importe t'es où dans le monde, tu sembles faire des sorties de course, des sorties de vélo avec des amis. Là, tu disais tantôt que tes parents sont en Europe encore aujourd'hui. Fait que on s'ennuie pas trop de la famille quand ils sont dans le même pays puis qu'on peut les voir souvent, là. Ouais, c'est ça, c'est drôle parce que j'avais un peu prévu revenir au Québec en octobre pour essayer de passer du temps avec la famille. Et puis mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient prolonger leur séjour ou qu'ils allaient rester un peu plus longtemps en Europe. Donc ben, c'est cool parce que je vais pouvoir aller passer 2 semaines avec eux là, en France ici. Donc j'ai bien hâte de faire ça. C'est pas trop souvent que j'ai la chance de passer du temps de qualité avec ma famille. Et puis dès que j'ai l'occasion, je saute sur l'opportunité. Ben oui, c'est clair. Fait que là, présentement, t'es où? Là, je suis à Lyon aujourd'hui. Et puis, dès demain, en fait, je vais partir faire un peu plus de vélo dans la région de Briançon, en France. Donc, ça va être cool. Je suis contente de me remettre en marche. Là. Je t'avouerai que les 2 dernières semaines, j'ai pris ça pas mal off. J'ai fait de la plage, j'ai fait du ravitaillement au tard, j'ai fait du temps de qualité chez Camille, mais là, je suis prête un peu à redémarrer la machine. Puis je pense que c'est signe que la récupération se passe bien là, 2 semaines après l'UTMB. Ah ouais. Ça te fait un bel été aussi avec Camille parce que tu étais sa pacer sur la Hard Rock. Ensuite, elle était ton crew sur l'UTMB. Fait que c'est le fun de vous voir vous rendre la balle comme ça, vous relancer la balle sur des courses comme ça. Parle-moi de ton été avec Camille. Elle, comment ça s'est passé son après Hard Rock?
Ben, ça s'est bien passé. En fait, on trouve ça tous les deux très intéressant parce que, en fait, quand je me préparais quand elle se préparait pour la Hard Rock, je l'ai accompagnée sur sa préparation et puis, je t'avouerai que j'étais très dans le dur, là. J'ai eu beaucoup de difficultés pendant la Soft Rock. Tout le mois de juillet, en fait, je me sentais très fatiguée. J'avais l'impression que les sensations étaient pas bonnes du tout. Et puis Camille, elle était en pleine forme et puis c'était beau à voir là durant sa reconnaissance de parcours. Elle était en méga forme. Et puis, c'était trop drôle parce qu'au début où on a changé les rôles et puis elle est venue faire la reconnaissance de l'UTMB avec moi. Et puis, là, les rôles étaient complètement inversés. Elle était, elle était assez fatiguée, puis moi, j'étais en méga forme. Et puis, je trouvais ça cool et en fait, je trouve ça intéressant comment ça confirme que, dans le fond, on a chacun nos objectifs et puis quand on se sent pas très bien, faut pas s'en soucier. Il faut juste Ouais. donner le temps et faire confiance à l'entraînement et savoir qu'au bon moment, lors de ta préparation, ben la forme va arriver. Puis c'était cool à voir. Donc c'était bien de voir Camille aussi après la Hard Rock. Elle a vraiment fait un gros temps off. Et puis avec Thibaut, on n'arrêtait pas de niaiser qu'elle était en vacances parce que elle était très très de bonne humeur puis elle était en mode ouais c'est sûr que c'est niaiseux mais c'est pas la même chose quand on se prépare sérieusement pour un événement versus on va courir avec tous les plans qui nous intéressent ou pas et puis ouais donc elle va super bien puis elle a bien récupéré mais elle se donne le temps. Camille elle prend toujours un peu plus de temps pour laisser son corps se reconstituer en quelque sorte. Ouais, ben c'est sage parce que c'est des gros efforts. Puis je pense que sa Hard Rock, elle a terminé deuxième. Elle a eu une super course quand on regarde sur papier, mais je pense que c'était une journée éprouvante. J'ai le goût de faire une mini parenthèse. C'est pas le sujet dont on veut parler aujourd'hui, mais je t'ai croisé, on s'est vu plusieurs fois dans la vie. On a déjà couru ensemble. On enregistre quand même souvent ensemble. T'es toujours positive, optimiste, pétillante. Le matin que je t'ai croisé après ta job de pacer à la Hard Rock, j'avais jamais vu cette version-là de toi où je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue, mais ça a l'air d'avoir été une nuit éprouvante. Tu me racontais qu'il fallait beaucoup pousser Camille, puis on le comprend, là, c'est une course extrêmement difficile, puis la nuit à la Hard Rock, je pense que c'est tough, pas beaucoup de civilisation, pas beaucoup de gens, t'es bien profond dans le bois, puis ça semblait être dans le dur. Comment s'est passée ta nuit comme pacer avec Camille? Ça s'est bien passé dans le sens que c'est une super expérience, puis je suis vraiment contente d'avoir été là pour Camille. Mais c'est sûr que c'est difficile hein, de voir quelqu'un dont on est aussi proche aller si profondément dans la douleur et dans en fait la poussée de son corps là. Son corps l'a lâché quelque part entre entre Silverton et Silverton en quelque sorte. Et puis elle a continué, puis en fait, il a fallu que, ouais, il a vraiment fallu que je mette mes émotions de côté pour la pousser jusqu'au maximum, en sachant très bien que la ligne d'arrivée était l'objectif. Mais c'est sûr que au petit matin, quand je l'ai laissé, Camille, ben, je me suis retrouvée avec mes émotions que j'avais mis de côté depuis 8 heures pour essayer de la gérer. Puis je pense que c'est une partie super importante d'un crew d'un pacing quand on fait ça. Mais oui, effectivement, ça a été très émouvant. Et puis, c'est une course qui, qui est à ne pas... la difficulté de la course, c'est vraiment pas à négliger, en fait. C'est une course qui est très, très haute en altitude, qui vient jouer beaucoup avec ton système digestif, la façon dont tu es capable de digérer ou la façon dont tu es capable d'absorber même juste l'hydratation. Ouais. Donc, ça a beaucoup joué sur les capacités physiques de Camille. Et puis, ouais, ça a été très émouvant et puis on y arrivera, mais ça m'a fait réaliser aussi beaucoup, tu sais, la déception qu'on peut avoir en tant que coureur pendant une course, c'est pas nécessairement, elle se traduit pas nécessairement à la réalité. Et puis, en fait, ça m'a juste fait de la peine de l'avoir déçu durant cet effort que moi je jugeais. Euh, dont elle pouvait être très fière, mais dans le moment, c'est dur d'être fière d'un effort quand on se sent au bout de notre vie. Donc ouais, ça a été un peu éprouvant. Puis c'est sûr que quand tu m'as vu le lendemain, moi, j'avais passé la nuit au complet avec Camille, donc j'ai pas dormi du tout. Je pense que quand on s'est vu, j'avais pas dormi une seule seconde. Donc donc c'est sûr que j'étais probablement à fleur de peau également. Puis juste en souffrance. En parallèle de l'effort de Camille, en quelque sorte. Je tiens à dire pour les gens qui écoutent, oui, Marianne semblait brûler, mais était là à faire des saluts à mon gars qui était plein d'énergie parce que lui il venait de faire une très bonne nuit. Mais non, c'est ça, je blague. C'était intéressant comme conversation, mais je t'avais juste jamais vu comme ça. Puis c'est important ce que tu dis parce que je pense qu'on en avait parlé ensemble. Je sais pas si c'est dans l'épisode Hard Rock ou pas, mais
quand on est pacer, puis surtout sur un long effort. Tu sais, des fois, il y a des jobs de pacer qui sont plus courtes. Là, dans ce cas-ci, c'était très long. J'ai même parlé avec une Québécoise qui était là, Fanny, qui a fait une job de pacer pendant 24 heures sur la Hard Rock. Un effort de 24 heures, que tu sois pacer ou coureur, c'est extrêmement difficile, mais quand tu es pacer, tu as comme une responsabilité de shut down un peu tes émotions parce que tu es là pour supporter quelqu'un, mais c'est important de les vivre quand même, probablement par après, mais au même titre que mentalement ou physiquement, c'est extrêmement éprouvant, mais il faut comme que tu tasses ça pour te concentrer sur ton coureur, sur ta coureuse, c'est difficile, là. Ouais, c'est intéressant parce que, tu vois, il va y avoir un petit film qui va sortir sur notre été à Camille et moi pour la façon qu'on s'est entraînés. Et puis, on vient tout juste de terminer un peu, là, de regarder tout ça. Et puis, la personne qui me filmait avec Camille quand je l'ai laissé dans le fond pour finir la Hard Rock, en fait, elle m'a pris sur le vif et effectivement, je me mets à pleurer. En fait, j'ai juste les larmes qui sortent. Et puis Camille, elle a jamais eu la perception de ça. Puis c'était la première fois qu'elle le voyait. Elle avait pas réalisé en fait à Ouais. quel point ça m'avait impacté en tant que personne. Et puis c'est rare que je pleure effectivement. Et puis c'était vraiment intéressant pour elle. Elle a dit, OK, ouais, en fait, j'avais pas remarqué que tu avais été aussi impactée. Puis en fait, moi, je trouve que c'est pas pour pour me lancer des fleurs, mais je trouve que c'est ce qui est important, c'est que quand t'es pêcheur, tu mets tes émotions de côté, tu fais le travail. Une fois que le travail est complété, il faut que tu laisses sortir tes émotions. Par contre, parce qu'on est des êtres humains, puis c'est sûr que j'ai été impactée par l'effort qu'il y a mis. Mais ouais, ça a été un peu éprouvant comme, comme expérience, disons. Avec le léger recul de 2 semaines post-UTMB, comment cet été-là, à Hard Rock d'abord, ben, dans le Colorado, dans ces grosses montagnes-là, puis la suite dans les Alpes, comment cette préparation-là a impacté ta préparation pour l'UTMB? Ben, je pense que ça a été une très bonne préparation. Je pense effectivement que les montagnes du Colorado à Hard Rock, c'était une préparation parfaite pour l'UTMB. Puis je pense aussi que ça m'a permis de faire une sortie longue en testant un peu, en quelque sorte, tout ce que j'aurais à tester pour l'UTMB sur une course comme la Hard Rock, sans pour autant mettre un effort maximal. Donc, je pense que ça a été un super bon entraînement. Et puis, ne serait-ce que pour mon expérience, ça a été parfait. On a passé des super belles semaines au Colorado, puis on a pu faire un très bon build. Et puis, j'ai pu rebâtir aussi très rapidement après avoir fait le pacing. Et puis, je pense aussi que c'est sûr que j'ai pu bénéficier de l'altitude. L'air de rien, j'ai quand même passé un 3-4 semaines en haute altitude. Donc, je pense que définitivement, ça a pu avoir un impact sur mon état de forme au retour de cette altitude. Mais le plus important, franchement, c'est que ça m'a donné une belle base de préparation avec énormément de plaisir. Là, c'était super beau de pouvoir découvrir le Colorado. Et puis, si j'ai jamais la chance de courir Hard Rock, ben, j'ai eu la chance d'avoir fait la soft rock et d'avoir fait le pacing. Et puis, simplement pour ça, ça en valait la peine. Ouais, puis le plaisir dans le processus est toujours important. Tu en as souvent parlé dans cette série-là d'épisodes. Puis tu as eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir dans le processus cette année aussi avec Camille, avec Thibaut, avec la gang Salomon, peu importe où tu étais, Colorado, entre le Colorado et la France. Oui, je suis certain qu'il y a eu des gros entraînements difficiles. Je suis certain qu'il y a eu une préparation qui était réfléchie, mais au-delà de ça, ça a l'air d'avoir été très plaisant. Ouais, franchement, je pense que j'y repensais, puis je pense que j'ai pas fait une seule long run toute seule. Et puis, je pense que c'est à mon image, c'est ce que je voulais. Je me suis toujours arrangée pour m'entraîner avec Thibaut, Camille et Mathieu. Et puis, en fait, ça a été parfait. J'ai trouvé que j'ai pu, ça m'a donné beaucoup confiance, en fait, pour le jour J. Et puis, ça m'a permis de faire les entraînements sans que ça paraisse comme des entraînements. C'était juste des longues sorties. En fait, la plupart du temps, on allait courir, puis c'est juste des heures de social pour moi. Et puis, l'entraînement, c'est en quelque sorte un bonus. Ouais, ça passe plus vite aussi, ces longues sorties-là, quand tu charges, quand tu dis des niaiseries, c'est pas, t'as moins le temps de te concentrer sur, ah, ça fait mal, je peux pas avancer, tu sais, c'est vraiment plus le fun, là. Ouais, puis c'est une façon aussi de te pousser. Je pense que, en tout cas, moi, je suis victime que quand je suis toute seule, j'ai souvent, en fait, c'est plus facile de prendre ton temps, de t'arrêter, pour moi, en tout cas, je reconnais que c'est plus comme ça. Et puis, quand je sors avec
que ce soit Mathieu Thibault ou Camille, il y a toujours un moment où où ça va un peu plus vite que moi j'aimerais, mais je me tâte à les suivre et je pense que c'est important aussi de s'entourer des gens qui nous poussent vers le haut. Et puis ça rend l'entraînement beaucoup plus plaisant aussi de cette façon-là. Ah oui, c'est clair. Si on réfléchit à ton année 2022, ta préparation UTMB, le mois avant, par exemple, versus cette année, aussi, tu nous as raconté sur le podcast que tu t'es entouré d'un coach, tu as une préparation qui doit être différente nécessairement après 2 ans d'expérience, de gagner en expérience justement sur des longues courses, sur la préparation et tout. Si tu compares 2022 à 2024, ton mois qui mène à l'UTMB, c'est quoi les différences les plus marquantes? Une différence majeure là qui est vraiment évidente, c'est ben en fait moi c'est pas compliqué, j'ai toujours des douleurs qui vont toujours rester avec moi, je crois, depuis que je me suis fait opérer pour ma jambe cassée. Et puis, depuis l'UTMB 2022 aussi, j'ai encore plus de douleurs, tout ce qui est au niveau de ma hanche gauche. Parce que ma déchirure de psoas et la déchirure du ligament a fait en sorte que j'ai beaucoup de scar tissue et puis j'ai besoin d'énormément de traitements pour faire en sorte que je puisse continuer mes entraînements. Et puis, ben, contrairement à 2022 où j'avais des douleurs que je me disais je pouvais vivre avec, ben je me suis dit que le plus que je suis capable de gérer mes douleurs et atténuer le niveau de douleur avant course, le plus que j'améliore mes chances de réussite et que je puisse me rendre à la fin du TMB sans blessure grave. Donc, ce qui a été énormément différent, c'est que dans le dernier mois, voire tout l'été en fait, je me suis fait traiter à chaque pratiquement journée ou 2 journées. J'avais des spécialistes en fait, faut juste que je réalise que c'est un besoin que j'ai. Je peux pas vraiment, si je fais le volume d'entraînement que je fais, j'ai besoin de bien m'entourer pour s'assurer qu'on garde le contrôle là-dessus. Et puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à la Swiss Canyon, j'en avais pas vraiment parlé parce que ça avait été sous contrôle, mais je me suis bien fait mal à l'ischio. Et puis j'ai ressenti une tension qui est restée tout l'été en fait, que j'ai dû gérer. Puis toujours doser l'entraînement et toujours doser aussi ben, les traitements que j'ai à côté. Donc, ça a été un dosage que je n'avais pas fait en 2022, mais c'est un dosage, je pense, qu'il a fait en sorte que j'ai pu arriver sur la ligne de départ avec un bon équilibre d'entraînement versus repos qui a fait en sorte que ben, j'ai pu me rendre à la ligne d'arrivée avec pas trop de dommages majeurs, disons. Ah ouais, Un peu de dommages quand même, mais pas trop. pas trop. Ouais. Question d'un fan de sport qui suit ça, qui aime suivre le côté professionnel de notre sport, les athlètes en avant du pack. C'est quoi le niveau d'accompagnement, d'encadrement d'un point de vue spécialiste que vous avez? Tu étais dans l'équipe Salomon International, tu le parlais, tu as une situation où tu as souvent des douleurs qui reviennent suite à des blessures passées, mais moi, quand je parle à mes amis qui font de l'ultra, qui font de la course autour de moi, on a toujours un petit quelque chose. Au niveau où vous faites ce sport-là, c'est certain qu'il y a toujours aussi des petites douleurs, mais toi, tes amis autour des Camille et des Thibaut, c'est quoi l'encadrement que vous avez dans le cadre d'une équipe comme Salomon ou juste l'encadrement que vous apportez vous-même en consultant des spécialistes? Ouais. Ben, je pense que ça varie énormément pour chaque athlète et chaque situation. Pour moi, en fait, l'autre point ultra bénéfique de mon passage au Colorado, c'était que j'étais avec Camille et elle est accompagnée d'une kiné. Et puis, en fait, j'ai pu me faire traiter tous les jours et je reconnais à ce jour, son nom c'est Emeline et évidemment, c'est une amie à Camille, c'est devenu une amie à moi, mais je reconnais que Emeline a eu un énorme impact sur mon habilité de revenir après la Swiss Canyon Ouais. parce que j'ai pu la voir, en fait, moi, 10 jours après, j'étais au Colorado et puis depuis ce moment-là, je l'ai vue tous les jours. Et puis au Colorado, elle a vraiment eu un impact énorme sur ma capacité à revenir. Je pense que j'aurais jamais été capable de prendre la charge que j'ai fait si elle n'était pas là pour assoupir ma douleur et s'assurer que j'étais quand même en santé. Donc, tout au long de mon passage au Colorado, j'ai été vue comme ça par Emeline qui était évidemment envoyé par Salomon pour supporter les athlètes de la Hard Rock, mais évidemment, puisque je fais partie de l'équipe et j'étais présente, ben, j'ai pu en bénéficier. Et puis, par après, quand je suis venue en Europe, ben, on a eu un camp d'entraînement où on a une équipe complète, on a une ostéopathe, en fait, 2 ostéopathes et
un massothérapeute sur place. Donc là, évidemment, pendant le camp d'entraînement, j'ai pu me faire traiter tous les jours. Et puis, en fait, Salomon a aussi vite compris que j'ai des besoins quand même assez sévères en termes de traitement. Et puis, on a poursuivi un peu là. Donc, par après, je suis allée faire le tour du Mont-Blanc et j'ai un massothérapeute et un ostéo qui m'a suivi sur le tour du Mont-Blanc. Et donc, j'ai pu un traitement tous les jours. Et puis, c'était quand même fou à quel point là, j'ai vu une énorme différence. Tu sais, je faisais les journées du Tour du Mont-Blanc, j'ai fait le tour en 4 jours et puis je remarquais que mon corps était ultra frais et j'avais mes douleurs avaient grandement réduit. Donc, je pense définitivement que ça a un énorme impact sur nos capacités physiques. Et puis, autant que, en fait, je me sens très choyée d'avoir eu le support que j'ai eu et je réalise à quel point ça aurait été impossible sans tout ça. Donc, je sais pas si je réponds bien à la question, mais Ouais, je pense que c'est une accumulation de charges qui est moindre. Au-delà même des blessures, juste le fait de faire des gros entraînements, n'importe qui se prépare pour un défi va avoir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des blocs plus intenses. Faut prendre soin de notre corps, faut limiter cette accumulation-là parce que rapidement, si on fait absolument rien, qu'on finit notre run, qu'on boit une bière, puis qu'on mange un burger, puis qu'on passe à d'autres choses, il y a une accumulation et faut prendre soin de notre corps, peu importe le niveau qu'on pratique ce sport-là, parce que c'est sournois, mais une petite accumulation à chaque entraînement, ça amène des tensions. Puis c'est là qu'un matin, tu te lèves de ton lit, puis t'es comme, OK, j'ai 2 par 4 à la place des jambes, puis il n'y a plus rien qui plie. Puis, tu sais, faut vraiment faire cette attention-là. Dans ce cas-ci, on parle de l'accompagnement d'une athlète professionnelle, mais je pense que n'importe qui écoute, qui se prépare pour un gros défi, qui va accumuler des gros entraînements, faut prendre soin de notre corps. Puis ça veut pas dire nécessairement être doté d'un ostéo, puis de le voir tous les jours, mais juste de prendre soin de son corps, c'est extrêmement important parce que c'est hyper sournois, là. ouais. Et puis, oui, et puis, en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est un jour, on dirait que j'ai compris que j'étais un peu high maintenance. C'est comme ça que je le vois, c'est que je suis high maintenance pour tout ce qui est le bienfait de mon corps, mais j'ai pas le choix de le faire, sinon je suis pas capable de, tu sais, je suis physiquement pas capable d'arriver à la ligne d'arrivée sans blessure. Et donc, on dirait que dès la journée où j'ai compris ça, donc oui, là, je te parle de tous les accompagnements que j'ai en termes de soins, mais je prends aussi tu vois, Ouais. depuis juin, je prends 1 heure par jour, au moins 1 heure, parce que des fois c'est plus, où j'ai tout plein d'exercices à faire. Puis c'est pas du renforcement musculaire, c'est vraiment des petites choses vraiment tannantes là, pour s'assurer que je m'étire bien le psoas, que je m'étire bien les hanches, que je m'étire bien les chevilles, que je m'étire bien ça. Et puis c'est con, mais ça fait une énorme différence. Et puis je l'ai fait de façon très assidue depuis juin. Et c'est sûr que j'en vois le côté positif. Et en fait, faut que je prenne ça quasiment plus sérieusement que mon entraînement parce que sinon, j'ai beau être dans la meilleure forme possible. Si j'arrive à l'UTMB puis je suis pas capable de finir la course, en fait, ça sert à rien d'être dans la meilleure forme de ma vie. Non, non, c'est Donc, ça. c'est pratiquement plus important. Ouais. Dernier sujet avant qu'on entre précisément dans l'UTMB, on dirait que la récente controverse avec François Den puis ses pacers qui en fait était l'équipe média qui le suivait sur le tard puis il parlait après ça en entrevue de est-ce que c'est un avantage ou un désavantage d'avoir une équipe qui prend du contenu et tout puis il y a toute cette histoire-là puis vous irez lire sur ça ceux qui savent pas de quoi on parle, mais ça m'a fait penser que moi quand j'étais à la Hard Rock ça m'a surpris à quel point dans les ravitaux, c'est sûr j'étais dans les gros ravitaux où il y a beaucoup de monde mais c'est intense le suivi des athlètes en tête de peloton. Moi, j'étais là dans l'équipe média de la Hard Rock. Je veux dire, je faisais mes petites affaires à distance puis je regardais les athlètes passer. Mais rapidement, ça arrive d'un ravito. Je me rappelle Camille qui filait pas super bien à Hurry, puis il y a 3 caméras à 1 pouce de sa face. Puis j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Tu ressors de la semaine UTMB où il y a un suivi qui doit être encore plus intense que la Hard Rock, on s'entend. C'est particulier cette proximité-là, puis je comprends le métier de tout le monde, je critique pas, il y a un suivi médiatique à faire de ces événements-là, il y a des suivis documentaires de films, mais tu sais, dans la vie, quand tu arrives dans un ravito, tu files comme de la merde, ça doit être difficile d'autant plus d'avoir cette proximité-là, puis cette attention-là, puis de pas pouvoir juste vivre ses affaires à l'abri des caméras. Comment tu le vis, toi, ça? Ben, personnellement, moi, je le vis très bien. J'ai pas, je pense aussi que rapidement, en tout cas moi, dans une course, par exemple, si on arrive prends l'exemple de la Courmayeur, là, je l'ai remarqué sur les vidéos par après, il y avait énormément de gens autour de moi, mais moi, je suis tellement dans ma bulle et OK. dans ma course que je remarque pas qu'il y a, il y a 10 caméras autour de moi. Je l'ai vu par après, par les images des gens qui m'ont montré, mais moi, je pense que, puis
puis moi, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses, c'est sûr, mais je pense que si on veut être capable de faire une carrière d'ultra trailer, je pense que ça fait partie de la game. Je pense qu'il faut il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on vive avec, dans le sens que ça va aider au développement du sport, ça va aider au fait que oui, si les gens sont capables de voir comment nous au Ravito, je pense que ça va donner une meilleure perception des choses. Bon, c'est sûr que il y a une façon de le faire dans le respect et dans le respect et de façon professionnelle pour les athlètes. Et puis moi, je trouve que ça ajoute aussi une dimension. L'UTMB, je pense que une grande partie pour réussir l'UTMB, faut aussi être capable de dealer avec la pression qui se sent palpable dans les jours qui précèdent l'événement, pardon, et tout au long de la course. Je pense que c'est très très clair que les athlètes on a une très grande pression de réussir à cet événement. Donc je pense que ça aussi ça fait partie du fait que moins tu es capable de gérer avec la pression, moins probablement que tu vas être capable de gérer les 10 caméras qui sont sur toi. Et je pense que ça ajoute une dimension psychologique qui est intéressante et que on se doit en tant qu'athlète voulant réussir, on se doit de travailler. Et donc, je pense que tout le monde va être capable de gérer la pression de façon différente. Moi, pour le moment, je trouve que je m'en sors bien parce que je trouve que je réussis quand même à garder l'élément plaisir l'élément plaisir, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je me retrouve sur la ligne de départ. Donc, je ressens pas la pression autre que me faire plaisir à moi-même, mais je peux comprendre que certains voient tout ça comme un genre de pression autre. Et puis, effectivement, quand il y a tous ces personnes autour de toi ou tous ces projets, ne serait-ce que tous les projets films ou tu le sais qu'ils sont en train de se faire envers toi, ben tu le sais que si tu abandonnes ou si tu as une contre-performance, tu le sais que ça a un impact sur X nombre de personnes qui travaillent sur un énorme projet. Donc, c'est toutes des dimensions qu'il faut prendre en considération et qui rendent des performances de ces gens qui réussissent à performer sur la scène de l'UTMB encore plus impressionnantes, selon moi. Ouais, c'est ça, dans le contexte où il y a une attention médiatique qui est immense, là, mais ça m'a vraiment marqué à la Hard Rock. Puis je veux dire, c'est la Hard Rock là, dans le fin fond du Colorado. Oui, il y a beaucoup de membres des médias, mais à l'UTMB, ça doit être 10 fois. Là, mais puis je pense que moi, on dirait que ce qui m'a marqué, c'est pas tant les équipes vidéo des athlètes, dans le sens où l'équipe Salomon qui suit Camille, ben ça fait partie de la game malgré tout, mais c'est les médias externes. Je me rappelle de la ligne d'arrivée, t'as Ludovic Pomeray qui vient de faire performance, je veux dire, du jamais vu. Il termine, puis pauvre Ludo, il avait envie de vomir, puis il essaie de se cacher en arrière de la roche, puis t'as comme 28 caméras qui sont là autour, puis tu te dis, on peut-tu laisser de l'air au gars qui vient de faire la performance la plus impressionnante de la journée, ou en tout cas de sa vie, puis peu importe le temps, il vient de finir un 100 000, on peut-tu laisser un petit peu d'air, mais ça, je sais pas, c'est peut-être moi qui m'imaginais quand tu files comme de la merde, puis de devoir vivre ça, mais je comprends complètement ton point, ça fait, c'est une chance aussi, je pense que notre sport se professionnalise, que maintenant, ça peut être une vraie carrière, dans le sens où c'est quand même récent que tu peux vivre, entre guillemets, de l'ultra-trail. C'est un sport qui, il y a 5 ans, il y avait pas grand monde qui vivait que de ça. Puis on est encore loin d'un vrai sport professionnel si on compare à d'autres sports. Fait que ça fait nécessairement partie de la game, puis ça fait penser aussi dans un sport aux Jeux olympiques, puis des sports professionnels où les athlètes gagnent des millions. Je veux dire, ces gens-là ont toute cette pression-là, puis cette attention-là que chaque fait et geste est épié par une caméra. Là. Ouais, moi, c'est drôle quand on se lance sur des débats comme ça. Je sais pas si tu connais l'expression you can't have your cake and eat it too. En voulant dire, tu peux pas garder ton gâteau et le manger aussi. Je pense que si on veut avoir une plus grande visibilité, si on veut vivre de notre sport et vivre de notre passion, je pense qu'il faut accepter que oui, effectivement, peut-être à un moment donné, on voudra pas être filmé, on voudra pas être suivi, mais le fait qu'on est filmé montre qu'il y a un engouement grandissant, et puis ça, c'est sûr que ça montre que l'ultra trail gagne en popularité, et ça, c'est cool de voir notre sport évoluer. Mais encore une fois, c'est dans l'optique qu'on veut en faire notre carrière. C'est sûr que je pourrais comprendre que quelqu'un qui ne veut pas nécessairement vivre de ce sport trouve que c'est un côté
frustrant et négatif de l'évolution de l'ultra trail et je pourrais comprendre son point de vue. Mais je pense que nous, en tant qu'athlètes qui ben, j'aime pas ça le dire comme ça, mais nous, en tant qu'athlète professionnel, je pense que on doit jouer le jeu et on doit le faire. Et des fois, moi, je trouve ça beau à voir, quasiment de voir qu'il y a autant d'attention qui se donne. Et j'aime mieux le voir comme ça que me fâcher Ouais. des caméras qui nous suivent sur une course, disons. Non, c'est ça. Puis comme tu dis, si on veut que ce sport-là se professionnalise, ça vient avec. Tu sais, je veux dire, c'est une roue qui tourne au même titre que, je sais pas, les médias dans la vie, ils peuvent rien faire sans avoir la publicité. Tu sais, les médias écrits, les journaux sont financés à 100% par la publicité. Ben, tu peux pas être pour le journalisme et contre la publicité, mais c'est un peu la même chose. Tu peux pas être pour une professionnalisation puis des athlètes qui peuvent réussir à vivre de ce sport-là sans le côté médias sociaux qui va autour, sans le côté promotionnel. Mais j'étais curieux de t'entendre là-dessus parce que ça m'avait quand même surpris. Ouais. Marianne, avant qu'on plonge dans ton récit de l'UTMB, je pense que c'est le temps de prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on se retrouve de l'autre côté. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Natacha, ça fait longtemps que tu cours en trail, ça fait longtemps que tu accompagnes des athlètes, mais selon toi, selon ton expérience, qu'est-ce qu'il faut jamais oublier avant de se lancer dans un gros défi? Je te dirais que avant de s'engager dans un ultra, c'est bien important de connaître son why, de connaître le pourquoi on va réaliser ce défi-là, de l'avoir bien ancré à l'intérieur de soi. D'avoir la réponse à ça, de connaître ça, ça va nous permettre de passer à travers les kilomètres difficiles. Ces kilomètres-là, où on aurait le goût de tout abandonner. De se recentrer sur notre objectif, sur le pourquoi on va atteindre cet objectif-là, ça peut faire toute la différence. Il faut aussi être en mesure de bien accepter le moment présent, de prendre ça 1 minute, 1 kilomètre à la fois, puis d'attendre que ça aille mieux. Fait qu'il faut pas négliger la préparation physique, la préparation de notre nutrition, de notre gear, de notre équipe de crew aux besoins, mais surtout bien s'ancrer sur notre why. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue! Parlons de l'UTMB, on est là pour ça. La ligne de départ, tu es à Chamonix, tu es dans ce bloc-là autour de milliers de coureurs. Comment tu te sentais? C'était quoi ton état d'esprit à la veille, à quelques minutes du départ? Ben, écoute, moi, ça fait 2 ans que j'attendais ce moment où je pouvais me retrouver sur la ligne de départ. Donc, j'étais très, très heureuse et épanouie de m'y retrouver. J'ai trouvé ça vraiment cool. En fait, l'ambiance à Chamonix était exactement ce à quoi je me rappelais. Et encore une fois, je me suis placée sur la première ligne de départ pour un peu vivre tout ça au maximum. Je sais pas si tu as remarqué, mais ils ont séparé les hommes et les femmes cette année à l'UTMB sur le départ. Donc ça a été un changement que j'aurais aimé en fait pouvoir rigoler avec Matt et Tib sur la ligne de départ. Mais bon, j'ai quand même pu absorber l'énergie de Chamonix quand le départ est lancé. Puis c'était exactement ce que je voulais. Et puis franchement, le départ, ça s'est fait dans dans un état de calme que j'aurais voulu pour moi. Donc, je suis contente d'avoir pu rester calme parce que c'est sûr que en fait, plus tu te mets de la pression et plus tu te sens stressé, ben, plus ça te demande de l'énergie. Ouais. Et puis, je suis contente d'avoir pu rester calme dans et profiter du moment, disons. Dans les premiers kilomètres, les premières heures de course, est-ce que tu sentais que tu étais sur ton pace, tu étais connecté avec tes sensations ou tu t'es un peu laissé emporter par l'engouement de la course? Là, j'ai entendu beaucoup d'entre vous, les athlètes, dire c'est dur à l'UTMB de pas se laisser porter par l'engouement parce que de la foule, ça part, première montée, tout le monde est collé, puis on voyait ça rentrer, les premiers ravitaux, ça rentre par groupe de... À un moment donné, je pense qu'il était comme 12 gars à courir ensemble en bloc, puis ils sont tous à 1 centime de seconde chaque. Il y a cet engouement-là qui se passe. Toi, c'était quoi ta stratégie, puis comment tu les as vécues ces premières heures-là? Non, en fait, moi, j'ai réussi même plus à me contrôler qu'en 2022. Je pense qu'en 2022, ça m'a fait réaliser aussi que, en fait, que t'ailles 10 secondes plus vite par kilomètre jusqu'à les douches, ça change absolument rien. Puis, il faut juste y aller avec les sensations. Et c'est cool aussi parce que, ben, à l'air de rien, je connais beaucoup plus de gens que je connaissais en 2022. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges que j'ai bien apprécié dans cette portion. Je me rappelle entre les kilomètres 4 et 6, peut-être j'ai couru avec Jim, on a jasé comme si de rien n'était. Puis, tu sais, moi, je me disais juste, bon, ben, c'est sûr que si Jim est à côté de moi en ce moment, c'est
c'est que je me sens assez bien. En fait, je devrais pas aller plus vite. Donc, ça me confirme, même si je savais qu'il y avait des femmes devant moi, en fait, j'ai juste profité du moment. Il y a Thibaut qui est arrêté pisser à un moment donné, j'ai pu jaser avec lui. Des petits moments comme ça qui a fait en sorte que, en fait, avant que tu t'en rendes compte, tu te retrouves aux douches. Et puis moi, tout ce que je voulais, c'était ne pas partir trop vite, effectivement. Et je m'étais mis une barrière plus niveau cardiaque, niveau fréquence cardiaque. Et, en fait, je me contrôlais au niveau de ma fréquence cardiaque. Je trouve que c'est un indice qui est facile pour moi parce que je le sais dans quelle zone, en fait, que je vais commencer à payer le prix pour plus tard. Donc, je me suis mis une limite. Et puis, je me suis fait plaisir aussi dans la montée de Vosa. Il y a beaucoup de gens que je connaissais. Puis, en fait, avant que je m'en rende compte, je me suis retrouvée à Saint-Gervais. Puis, les sensations étaient très bonnes et puis c'était aussi excitant de se retrouver à Saint-Gervais et les Contamines que je me rappelais en 2022. Puis c'était une première partie de course, en fait, on s'en rend pas compte, mais les premiers, tu sais, jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, c'est vraiment les moments de la course qui sont les plus spectacles, en quelque sorte. Là, tu passes à travers, en premier, tu fais tu fais le départ, après les Ouches, Saint-Gervais, Notre-Dame-la-Gorge, et puis après ça, tu fais un contraste complet. Tu rentres dans la nuit, puis il n'y a plus un son. Jusqu'à ce que tu te retrouves au Chapieux de l'autre côté. Donc, c'était, en fait, moi, je trouve qu'il faut les vivre, ces zones-là. Tout le monde est différent, mais moi, je suis quand même assez extravertie. Puis, c'est des moments que je trouve vraiment, vraiment le fun. Donc, j'ai l'impression d'avoir flotté en quelque sorte jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge. Et après ça, c'est comme si la course commence et là, tu rentres dans ta tête et tu fais ta course. Est-ce que t'as pu apercevoir le gros poussin jaune qui, sous le costume, c'était Courtney? Tu l'as-tu vu sur le parcours? Ouais, c'est drôle parce que je les ai vus, dans le fond, il y était un petit groupe Salomon qui nous suivait. Je les ai vus avant les ouches, je les ai vus aux ouches et je les ai vus par après à Saint-Gervais. Et c'est à Saint-Gervais qu'ils ont sorti les costumes. Et puis, c'est mes deux coéquipières que j'ai remarqué avant de voir Courtney parce que Courtney, tu voyais pratiquement pas, tu avais juste sa petite tête qui sortait. Et puis, j'ai vu les deux personnes, puis là, je me suis retournée, puis j'ai dit, ah oui, le poussin, c'est Courtney. Fait que ouais, je les ai vus, puis c'était cool parce que je les ai revus après. Ils se sont déplacés aussi entre Saint-Gervais et Contamine, puis là, j'étais juste vraiment trop contente de les voir. C'est drôle comment, en fait, pour moi, en tout cas, les émotions sont 1000 fois plus. Tu sais, je venais de les voir il y a 3 heures, là, tu sais, juste avant la ligne de départ, je leur dis bye, mais les voir sur le bord de la route, ça t'amène quand même un bonheur, un niveau très haut de bonheur, puis j'étais trop contente de les voir à chaque fois, fait que ouais, c'était cool. Avant de retomber, comme tu le disais, dans la nuit qui est plus tranquille, l'élastique s'étire aussi. Tu sais, au début, l'UTMB, je suppose que peu importe si tu veux faire ta course tranquille, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, puis tranquillement, ça s'étire. À quel moment tu t'es ramassé plus seul dans la nuit? En fait, tout de suite en sortant de Notre-Dame-la-Gorge, OK. Notre-Dame-la-Gorge, en fait, Notre-Dame-la-Gorge, le passage était énormément fort cette année. Là, c'était vraiment plus fort que les autres années, qu'en 2022, j'ai Ouais. l'impression. Je suis sortie de là, puis j'avais l'impression d'être étourdie, que quasiment on avait été. Et donc là, je suis rentrée dans la noirceur, puis tu vois, moi, j'ai passé ça fait 2 fois que ça me fait ça, la même chose en 2022, où je me sens pas très bien, en fait, dans cette montée-là. Comme si j'avais consommé trop de glucides trop rapidement et puis j'ai comme mal au cœur et puis je fais juste survivre la montée Ah ouais. du col du bonhomme. Mais en même temps, je trouve que c'est bon parce que ça m'empêche d'aller trop vite. J'ai pris mon pace puis je me suis fait dépasser quand même pas mal en fait dans cette montée-là. Et puis moi, ça m'a juste, en fait, je me suis dit bon, le mal de cœur va passer, ça va passer. Et puis je suis pas non plus quelqu'un qui est capable de s'accrocher aux gens. Et j'ai jamais été quelqu'un qui est capable de courir au pace des autres personnes où je suis capable effectivement, mais je le fais pas parce Mhm. que quand je vais pas bien, je vais pas très bien, puis quand je vais bien, j'aime mieux bouger à mon rythme. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dépassé en montant le col de bonhomme et puis je me suis laissé passer. Tu sais très, en fait, tu réalises, d'après mon expérience en 2022, tu réalises que c'est pas très grave de perdre quelques minutes dans cette montée-là. Tu peux le reprendre par après. Puis c'est ce que je me suis dit d'ailleurs. Ouais, puis c'est extrêmement tôt dans la course. C'est une course qui est longue, tu sais, je veux dire, ça t'a pris 23 heures. Fait que c'est sûr qu'une montée où tu te fais dépasser, tu peux pas te laisser emporter puis dire hey, ça va vraiment mal. Puis là, tu rentres dans une spirale qui est négative puis ça sert à rien aussitôt dans la course encore plus, là. Ouais. Rendu à la mi-parcours, par exemple, à Courmayeur, les sensations étaient comment? C'est un ultra. C'est sûr, ça fait mal, mais il est encore tôt dans la journée, hein. Ouais.
Ben, écoute, outre ma montée du col du bonhomme, je me suis sentie super bien, surtout Ah ouais. l'UTMB. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être juste arrivée à Courmayeur un peu en claquant des doigts, c'est niaiseux, mais ouais, pour moi, c'était sans effort. Je me sentais vraiment bien. Je suivais en quelque sorte mon planning. Mes temps, j'étais vraiment surtout sur toute la ligne. Je suis arrivée à Courmayeur, j'ai vu mon frère, j'étais super contente de le voir. On a fait un ravito quand même assez express pour ce qu'on fait à Courmayeur. Et puis, je suis repartie avec la même motivation. Je savais que la partie qui suivait, c'est une partie que j'apprécie beaucoup et qui convient bien à mes forces en tant que coureuse. Donc, je suis repartie de Courmayeur en pleine forme, Ben, prête à affronter la nuit, disons. pour les stats, je me suis sorti les temps de passage pour le fun de voir. T'as passé 2 minutes 30 à Comayeur, c'est fou, là. Tu sais, on pense à un Ouais. mi-parcours de course. Des fois, c'est un bon moment de faire je sais pas, un changement de gear, un petit reset si ça va pas. Tu sais, il y a beaucoup de coureurs que Courmayeur, c'est déterminant. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'abandons à Courmayeur pour ceux que ça va moins bien. C'est un bon endroit pour abandonner, malheureusement, mais je veux dire, t'as 80 de fête, puis t'en restes 90. Mais 2 minutes 30, c'est extrêmement rapide, c'est impressionnant, là. Ouais, ça s'est super bien passé. Puis en plus, j'ai bien mangé. Je vais le partager sur le podcast ici parce que les Québécois vont savoir qu'est-ce que j'ai mangé. Mais j'ai eu l'idée de faire du pâté chinois. Ah Je me suis ouais? dit, ouais, j'ai enlevé le maïs parce que je me suis dit ça va être dur à digérer. Ouais. Mais sinon, j'ai demandé à ma famille qui me prépare des patates pilées avec du bœuf haché et du ketchup. Et j'ai vraiment bien mangé ça. J'ai mangé comme des grosses bouchées. Si vous voyez le vidéo, là, je suis juste en train de manger. Et puis ça m'a bien. En fait, c'est que c'est ça, je voulais de la nourriture qui, en fait, souvent en ultra, pour moi, du moins, quand je mange trop, évidemment, entre les ravitaillements, surtout assistés, on peut se compter principalement sur de la nourriture comme les purées et tout ça, et il n'y a pas de problème. Euh, et le drink mix, moi, surtout, je prends du drink Ouais. mix et de la purée, mais il faut quand même de la nourriture pour que ton intestin puisse travailler. Ouais. Et puis là, cette année, je me suis dit, bon, ben, je vais me faire une purée, puis je voulais quand même de la substance, donc j'ai fait du bœuf haché que j'ai mangé, que j'ai remangé par après. En fait, c'est des patates pilées, du bœuf haché et du ketchup, et ça a super bien passé. En même temps, t'as tout là-dedans, là, t'as tout ce qu'il faut. Après Ouais, ça, c'est de réussir à le manger. Mais si l'estomac collabore, j'avoue que c'est parfait. Là. Le ketchup, en plus, t'as ouais, du sucre. oui, oui, puis ils en ont C'est mis beaucoup, malade. c'était parfait. Ouais, il était vraiment bien fait. Il y a un petit Fait que côté, je suppose, pour aussi voyez la vidéo. réconfortant. Là, tu sais, je veux dire, quand on fait un long effort, on a bien beau aimer les produits NAC, des fois, les saveurs, les textures, on aime avoir une diversité, puis on aime avoir de quoi de complètement différent. Puis là, Ouais, de casser du drink mix puis de la purée avec de quoi d'aussi réconfortant. Je veux dire, on a tous, tu penses à un pâté chinois chaud, je veux dire, c'est des souvenirs de famille quasiment qui reviennent. Ça doit être très exact. réconfortant dans une course. Ouais, c'était parfait. Franchement, je le referais. C'est sûr, je le referais, en fait. J'adore le succès de la nutrition sur l'UTMB de Marianne Hogan. Pâté chinois. Santé chinois. C'est surtout sur un podcast québécois où tu peux le dire, puis tout le monde est comme, ah ouais, ok, Ouais. je comprends. C'est ça que c'est plus Ben, difficile à expliquer. ouais, ici en Europe, les gens me demandaient qu'est-ce que j'ai mangé, puis je peux pas juste répondre pâté chinois. Ou en fait, il a fallu que je les éduque sur Oui, ce c'est qu'est ça. le pâté chinois. C'est excellent, en J'ai fait. trouvé C'est ça de ça la promotion de la culture québécoise. bon. Exact. On parlait des temps de repos, là, 2 minutes 30 à Courmayeur, mais j'étais allé voir, c'est le fun cette année. Je sais pas si c'était le même avant, mais c'est la première fois que j'ai remarqué qu'on a les temps de repos des athlètes, de tout le monde, en fait, dans les ravitaux. J'ai fait le calcul, tu es tout juste à 18 minutes de temps de repos sur un effort de 23 heures et plus. C'est extrêmement, extrêmement rapide. Moi, 18 minutes, c'est un ravito normal. Non, je blague. Mais des fois, non, mais 18 minutes, c'est très rapide. Est-ce que ça faisait partie de la stratégie d'aller chercher du temps puis d'essayer d'être le plus efficace possible? Puis, tu sais, j'en avais parlé avec Mathieu parce que Mathieu, on l'a vu avec Alix sur des ravitaux, puis ça avait été documenté même par certains médias à quel point il était rapide et efficace. Puis, c'est des minutes gratuites à aller chercher là. C'était quelque chose qui était réfléchi, on y va au feeling puis on va vite. Ben, moi, je vais toujours au feeling, mais c'est certain que pour moi, ça fait maintenant partie du sport. Je pense que si Ouais. tu veux avoir une performance, et parce qu'encore une fois, 18 minutes, oui, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup. Hmm. Quand tu y penses, c'est 18 minutes que... Mais il faut les prendre aussi, les minutes, là, s'alimenter, puis s'asseoir, puis on a des changements à faire quand même à Courmayeur. C'est logistiquement
on repart dans une portion de la nuit, il faut s'occuper des frontales, il y a des choses à faire comme ça. Mais moi, je pense que ça fait partie du sport maintenant, les ravitaillements rapides et le temps perdu au ravito, c'est du temps que tu dois mettre l'effort pour courir plus vite et c'est ma perception des choses. Et puis, je pense que même le 18 minutes, tu vois, il y a moyen de réduire ça. Je pense que j'ai perdu du temps par après avec l'épisode de mon doigt, mais dans tous les cas, à la fin, de toute façon, ça n'a pas joué sur des minutes avec moi, donc c'est pas si grave que ça. Non, c'est ça. Moi, je dis 18 minutes, ça m'impressionne. Toi, tu vois, c'est où j'aurais pu couper pour descendre ça à 14. Ouais, exact. Je suis exactement là où mon cerveau va. Fait que tu pars de Courmayeur, c'est encore la nuit, c'est une bonne montée jusqu'au Grand Col Ferret qui s'en vient dans les kilomètres qui suivent. Comment s'est passée cette deuxième moitié de nuit-là? Ben, super bien, en fait, la section entre... en fait, il faut juste que moi, je me rende au refuge Verten, qui est comme la grosse montée après Courmayeur. Ouais. Et puis après ça, pour moi, c'est une section que j'adore. C'est une section qui est beaucoup de up and down, qui est très, très roulante. Le parcours, j'ai l'impression, est encore plus roulant qu'il l'était en 2022. Ah ouais? Ben oui, parce que, en fait, je sais pas, avec le passage d'autant de personnes aussi, à chaque année, je pense que le parcours devient plus en plus clean. C'est peut-être aussi que je revenais du Colorado, donc pour moi, l'UTMB était super roulant cette année, mais c'est une section que je me sens super bien. Puis tu vois, dans cette section-là, j'ai même accéléré quand je suis arrivée à Arnouva, on m'a dit que j'avais repris, je pense, 10 ou 15 minutes à Cathy. Donc, pour moi, c'était aussi la section où je voulais utiliser à mon avantage parce qu'elle met mes forces à mon avantage et puis je me sentais bien. Donc, quand tout va bien, dans ma perception des choses, on devrait bien avancer. Donc, je me suis rendue à Arnouva et puis après ça, le Grand Col Ferret. En vrai, le Grand Col Ferret, c'est drôle parce qu'on en parle souvent comme étant la grosse montée de l'UTMB, mais en termes de D+, c'est pas nécessairement le plus difficile. Et puis pour moi, le Grand Col Ferret, il faut juste le monter, tu vois. Faut pas. Moi, j'attaque jamais les montées de toute façon. Donc, je suis arrivée au sommet du Grand Col Ferret, je me sentais bien. Encore une fois, je me sentais super bien en fait au Grand Col Ferret. Ouais, puis après, c'est très un demi-marathon de descente, fait que c'est la récompense post ce Grand Col Ferret, là. Ouais, c'est sûr. Je t'avouerai que, en fait, moi, ce que j'avais comme problème cette année, c'est mes ischios, ils se tendaient énormément et le plus sur une descente exactement comme le Grand Col Ferret. Ah ouais. Donc, ouais, enfin, un degré de pente qui te permet de bien courir, où est-ce que tu tends vraiment les jambes. Et puis, en plus, c'est super long. Et puis, j'appréhendais énormément cette descente. Ah ouais, OK. Et ça n'a pas fait. Il est arrivé exactement ce que j'avais peur qui arrive en fait. Ah ouais. 2 ischios se sont tendus énormément sur la descente du Grand Col Ferret. Un point tel que là, j'ai commencé à m'inquiéter, tu vois, j'étais la merde. Comme tout se passait à merveille jusqu'à là. Et puis là, mes ischios se sont tendus. Et puis je me suis dit, là, faut juste que je me rende jusqu'à. Si je suis capable de me rendre sans me blesser gravement jusqu'à la descente qui te permet de remonter vers Champais, je vais survivre la course parce que en fait, c'était vraiment ce degré de pente-là qui était le plus difficile. Et puis, quand je montais, ça relâchait. Donc, je me disais, si je suis capable de me rendre là, je vais être correct. C'est la pire descente. Après ça, tu n'auras pas une aussi longue descente à faire du reste de la course. Non, exact. OK. Pendant la course, est-ce que tu avais des infos à chaque ravito sur l'évolution de la course, sur ton positionnement, sur ton temps, sur Cathy? C'est-tu des choses que tu voulais savoir, puis c'est des choses que tu savais à chaque moment de la course? Non, c'est pas des choses que je veux nécessairement savoir. À quelques fois, j'ai demandé par contre, puis je le savais un peu comme très rapidement, je savais que Cathy est partie très vite. On me l'a dit à peu près à chaque ravito. Et on me donnait pas d'infos autres qu'elle était partie vite, extrêmement vite. Donc, je me suis dit, bon, ben, je m'en fais pas trop avec ça. Et puis, par après, tu vois, j'ai dépassé Blandine. On a fait le yo-yo jusqu'à temps que je la redépasse au col de la Seigne. Donc, je savais à peu près elle était où derrière moi. Et puis, j'ai eu des infos en cours de route pour me dire qu'il y avait peut-être 10 minutes derrière, il y avait un paquet de filles. Et puis, la dernière fois où j'ai eu un gros info, comme je t'ai dit, c'est quand je suis arrivée à Arnouva et on m'a dit, là, t'as repris, je pense qu'ils m'ont dit 15 minutes sur Cathy dans cette section. Et j'ai juste trouvé ça drôle dans ma tête parce que j'avais l'impression de revivre exactement mon UTMB 2022. J'ai fait exactement la même chose en 2022. Et puis, à Courmayeur, on m'avait dit à peu près le même temps. Puis, je pense qu'elle a pris un peu plus de temps. Je pense qu'elle était encore plus devant moi, mais j'ai repris dans exactement cette portion-là. Et
Et je me sentais bien jusqu'à ce que je me mette à descendre le Grand Col Ferret. Et là, je me suis dit, oh là, il faut que je tombe en mode survie, ne serait-ce que pour être capable de me rendre à la ligne d'arrivée, là. T'avais-tu des flashbacks aussi de 2022 par rapport aux portions de parcours où tu les avais faites dans la grosse douleur? C'était où exactement tu t'étais blessé? Je me rappelais pas. Je me suis blessée dans la montée vers Champais. Fait OK. que j'ai juste eu un gros. En fait, c'est comme si quand j'ai commencé à avoir mal aux ischios, là, je me suis dit merde, c'est fou. En fait, ça te fait réaliser aussi à quel point on est sur une corde, hein, dans le sens que moi, je suis sur une corde vraiment très serrée. Et puis quand la corde elle pète, en fait, tout va en vrac. Et puis, mais bon, évidemment, la suite, on peut en parler. Mais ce qui est arrivé, c'est que je commençais à avoir extrêmement mal aux jambes, en fait, mal aux ischios, dans le sens que là, je commençais à redouter un peu le reste du parcours. Et puis, je me faisais suivre par deux caméramans. Et puis, il y en a un qui est passé à ma gauche d'une façon plus brusque. Et puis, moi, je courais et ça m'a comme déconcentré. C'est pas lui exactement qui m'a fait tomber, mais je suis comme un peu sortie de ma course et puis on avançait sur un sentier. J'ai kické quelque chose et puis j'ai revolé, mais vraiment, vraiment rapidement à terre. Et puis ma main, elle a frappé une bûche. Et puis instantanément, en fait, mon doigt, il n'était plus dans l'axe. Et puis ça m'a fait mal, mais sur le coup, j'ai réagi à moitié. Je me suis relevée, puis j'ai dit au gosse du live qui me suivait, j'ai dit, bon, ben, je me suis cassé le doigt. Et je me suis relevée, puis me suis remis à courir. Et ce qui a été drôle, c'est que mon doigt a complètement fait partir la douleur que j'avais à mes ischios. Comme si ton cerveau, en fait, il peut juste contrôler une douleur. Et puis là, dans le fond, je suis arrivée au bas de la... Là, il me restait peut-être, je sais pas, 20-25 minutes de descente. Je sais pas combien de kilomètres, mais dans le fond, c'est arrivé entre la foulée et Champais. Ouais. Et puis quand je suis arrivée au bas de Champais, là, évidemment, par contre, là, j'avais le doigt complètement à droite. Puis je me demandais, en fait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et puis j'ai pas pensé, mais quand je suis arrivée en bas de Champais, là, je me suis dit, merde, il faut que je commence à utiliser mes bâtons. Et puis, l'utilisation des bâtons a été un peu compliquée. C'est ça. Donc, j'ai sorti les bâtons, puis c'est pas les sortir en tant que tel, les monter, ça a été vraiment compliqué, mais c'est surtout les utiliser aussi par après. Mais bon, j'ai pu voir ma crew, j'ai été très claire, je leur ai dit à maintes reprises parce qu'il y a plusieurs fois que je les ai croisés. Première fois, je leur ai dit, je me suis cassé le doigt. Deuxième fois, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez voir si je peux voir un médecin ou quelque chose à Champais, voir si je devrais faire quelque chose. Et puis la troisième fois, je leur ai dit, par contre, si je vois un médecin, je veux vraiment pas perdre de temps. Je voulais pas commencer à perdre du temps au ravitaillement. Et donc là, on a eu la chance de mettre un plan un peu, mais j'ai aussi eu la grande chance que la personne qui me ravitaillait, en fait, qui a fait en sorte qu'il me ravitaille, c'est Camille à Champais. Donc Camille est kiné, donc elle est physio, puis elle a pu voir ce qu'on pouvait faire sur mon doigt. Et puis l'équipe de médecins est venue, puis ils ont vu tout de suite que dans le fond, je me suis disloqué le doigt avec, ils pouvaient pas voir à ce moment-là, mais je me suis disloqué le doigt avec un arrachement osseux et puis ils ont dit à ce moment-là que s'ils me le replaçaient, ben ça allait me faire tellement mal que j'allais tomber dans les pommes et puis que j'étais mieux de juste le laisser comme ça jusqu'à la fin de la course. Et donc, on Il m'a en dit reste long à ce moment-là aussi, dans le sens où tu parlais de l'utilisation des bâtons. L'index est quand même très impliqué dans l'utilisation d'un pôle, puis il te ouais, reste trois grosses montées, trois grosses descentes entre Champais et la fin, là. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, ce qui est arrivé dans le fond entre la foulée Champais, en fait, dans ma tête, je t'avouerai qu'il y a eu un petit 40 minutes où tu sais, j'étais là, maudit. Tu sais, un petit 40 minutes à tourner un peu dans ta tête en disant pourquoi ça m'arrive encore, ça, encore une merde. Tu sais, mais tu vois, je m'en suis ressortie. Puis quand je suis arrivée à Champais, il y a trois personnes clés qui m'ont dit, ben, évidemment, qui font partie de ma crew et qui me connaissent. Là. Quand je dis qu'il faut mettre les émotions de côté, je pense que c'est là aussi que c'est important. Mais tu vois, il y a trois personnes qui m'ont dit, là, Marianne, t'oublies ton doigt, là. Tu passes à autre chose, là, c'est terminé. Et puis, ça m'a aidé aussi à faire, dans le fond, on m'a dit, oublie ton doigt, reste dans la course. On dira avec ton doigt après, là. C'est pas grave. Ouais. Et puis, je dirais pas que j'étais partie vraiment en mode panique, mais juste de me faire dire ça, je me dis, en vrai, ils ont 100% raison, là. Je peux pas commencer à penser à mon doigt ou quelle est la meilleure solution ou qu'est-ce que je devrais faire ou ça fait chier. En fait, il faut juste que je passe à autre chose. Et puis, quand je suis sortie du ravitaillement de Champais, tu vois, je pense que j'ai vraiment été capable de re-switcher sur ma course, et puis, recommencer. Ouais. Puis il en reste long, tu sais, je regardais, c'est 7h30 de temps entre Champais puis la ligne d'arrivée. C'est beaucoup de temps
à devoir défocuser du doigt, mais en même temps, je trouve ça drôle ce que tu disais que ça fait oublier les autres douleurs. Je t'avais écrit après, je pense que tu avais comme fait un post en disant je sais pas c'est quoi l'index UTMB quand on se casse un index, puis, puis je t'avais dit, c'est peut-être ça la bonne stratégie, dans le fond, c'est de se faire mal ailleurs, hein, détourne l'attention. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la douleur aux ischios est revenue? Ou Ben, c'est exactement ça qui est arrivé. En fait, c'est drôle parce que c'est drôle que tu me dises ça parce qu'en fait, j'ai descendu jusqu'à Trian. Et après, en sortant de Trian, il y a une montée qui est ultra à pic, là, qui est ultra raide. Je pense que tu l'as fait non, dans ta CCC, c'était l'ancienne, mais ouais, en tout cas, il y a une montée maintenant qui est ultra raide. ok. Euh, et puis je sais pas si c'est le fait que je pouvais pas bien utiliser mes bâtons, puis je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte, mais quand je suis arrivée au sommet de cette montée-là, puis il a fallu que je recommence à courir. En fait, là, j'avais perdu mes ischios, là, je les avais, Ah ouais. là, ouais, donc la descente vers Valorcine, elle a été extrêmement, extrêmement difficile. Et puis là, je comprenais que là, ça se corsait. Et puis, je savais que la personne qui était derrière moi, c'était Ruth. Et en toute franchise et en tout l'honneur de Ruth, je pense que c'est la dernière personne que je voulais avoir derrière moi à ce stade dans l'UTMB. Là, je me suis dit, quand j'ai vu que c'était Ruth, je t'avouerai que je me suis dit, merde, ça va être compliqué de la tenir, en sachant aussi que là, je commence à perdre, j'ai perdu énormément de temps dans la descente, du temps que je pars pas habituellement, surtout pas dans les descentes comme ça. La descente vers Valorcine, il y a des belles sections qui se courent bien, mais j'avais vraiment de la misère. Euh, et puis, tu vois, je suis arrivée à Valorcine et on m'a très clairement dit que Ruth, elle avait repris du temps sur moi. Et puis que là ça devenait un peu plus critique. Là. Ma deuxième place devenait définitivement plus critique. Et puis, je suis arrivée à Valorcine un peu en stress. Tu vois, Camille et moi, on a refait la scène de mon Aid Station. Et puis, c'est fou comme... En fait, t'es tellement dans le moment que tu oublies pratiquement comment fonctionner. Tu vois, je suis rentrée dans l'Aid Station et tout ce que je disais à Camille, c'est faut que je m'en aille, faut que je parte. Et puis Camille, tu vois, elle a fait un énormément bon travail parce que elle l'a forcé à ce que je m'assoie, elle a forcé à ce que je prenne quelque chose à boire, quelque chose à manger. Elle m'a renvoyé, elle m'a lancé de l'eau dessus, tu sais, elle a fait toutes les étapes qu'il fallait. Mais moi, j'étais juste en mode, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille. Mais tu sais, à partir de Valorcine, il te reste quand même une super grosse montée Ouais. dans la grosse, grosse chaleur. Et puis, la game est pas finie, là. Donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui est capable de te mobiliser quand il arrive dans le ravito. Puis tu vois, je suis restée, on l'a calculé, je suis restée moins de 1 minute au ravito de Valorcine. Et puis, mais on a quand même fait les choses. Et puis c'est là que c'était important d'avoir une crew comme Camille Ouais. pour me remobiliser parce que moi, ben, évidemment, j'avais perdu mon cerveau en quelque sorte, là. J'agissais juste par peur ou par instinct en quelque sorte, mais j'avais pas le cerveau nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Ouais, je comprends. Ceux qui connaissent moins, qui connaissent moins Rootcraft, pourquoi tu dis que c'est celle que tu voulais le moins qui soit derrière toi? Ben, Woodcroft, moi, je dirais que c'est une des meilleures coureuses sur le circuit. En fait, je comprends que là, elle est arrivée deuxième, mais moi, Woodcroft, je la mettais très haut dans le top dans le top UTMB en quelque sorte. C'est une coureuse qui est super intelligente, qui a des capacités phénoménales. Et puis, quand elle se retrouve sur une ligne de départ, en fait, on devrait toujours la craindre en quelque sorte pour la meilleure performance possible. Et puis, c'est une fille qui est capable de très, très bien finir une course et qui, sur papier, je pense, qui est 1000 fois une meilleure athlète que moi, en quelque sorte. Donc c'est sûr qu'il y a une route croft derrière toi qui, tu sais, en fait, parce que au Grand Col Ferret, elle avait 45 minutes derrière moi. Donc, là aussi, c'est non seulement que je redoute la route croft de base, mais en sachant très bien qu'elle fait une course remontada en quelque sorte. Là. Ouais. Elle a fait la stratégie inverse de moi. Et puis je pense que pour elle, c'était la meilleure stratégie à avoir. Et puis c'est pour ça que je redoutais un peu la vitesse à laquelle elle allait passer si elle allait me passer. Ouais. Ben, puis, tu sais, pour ça, je checkais pour le fun, tu sais, récemment, Rootcraft, depuis 2021, elle a 18 ultras, 18 podiums, dont comme 10 victoires, dont la Western Side. Tu sais, c'est cette catégorie-là d'athlètes-là, puis c'est quelqu'un qui est, c'est une coureuse, tu sais, il y a plein de styles de coureuse, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement solide, qui a pas beaucoup de up and down, tu sais, c'est toujours des bonnes courses, puis c'est quelqu'un qui a une gestion de course, tu sais, mettons qu'on compare les forces et compétences de chacune. Je pense que c'est quelqu'un sur le circuit en ce moment qui est probablement la meilleure dans sa régularité,
peu importe la distance qu'elle fait, peu importe la compétition qui est là, est extrêmement régulière. Donc, c'est sûr que je peux comprendre quand tu disais, quand tu sais que c'est elle qui est derrière toi, comparé peut-être à d'autres, elle, tu le sais que si elle est en train de faire une remontada, c'est calculé, puis elle sait qu'elle peut le faire, tu sais. Ouais, oui, puis c'est vraiment tout en son honneur quand je dis que c'est inévocablement celle dont je redoutais le plus qui aurait pu être derrière moi. Donc, ça, c'est à mon détriment, tu vois. Je pense qu'on ne devrait pas nécessairement regarder derrière, mais d'un autre côté, la réalité te frappe à un moment donné, tu n'es plus capable d'avancer, tu te poses la question qui est derrière et à quelle vitesse elle va arriver. Puis c'est sûr que Woodcroft, pour moi, ce serait toujours une adversaire première et je l'apprécie énormément comme personne. Puis j'adore le fait qu'elle a des aussi bonnes gestions de course. Mais c'est sûr qu'à un moment donné où tu te bats pour une deuxième place, ben c'est peut-être pas la personne que tu veux derrière toi, effectivement. En même temps, Lauriane, à ton honneur, je pense que si on posait la question à une Katie Scheid qui a vécu qui devait aussi elle, avoir des flashbacks quand elle se fait dire que c'était toi derrière, elle devait se dire exactement ce que tu viens de me dire par rapport à Woodcroft, dans le sens où 2022, en fait, c'était quasiment du copier-coller au moment où tu l'avais dépassé, puis sinon tu étais blessé, tu avais redépassé, mais je suis certain que si je posais la question à Katie Scheid, elle me dirait la même chose de quand c'est Marianne Hogan qui est derrière toi, puis tu sais ce qui s'est passé en 2022, tu fais fuck. Ouais, mais tu vois, ben c'est ça. Écoute, éventuellement on en arrivera à la conclusion de la course, mais c'est sûr que pour moi, il y a énormément de travail encore en fin de course et Ouais. il y a énormément de travail à faire encore sur mon corps pour que je puisse avoir une fin de course dont je peux être fière parce que ben je le suis pas présentement Non? et puis c'est encore à travailler, ouais. OK. C'est quoi ton sentiment 2 semaines après la course par rapport justement à ta fin de course? Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment ou. Ben en fait, c'est drôle que tu me demandes ça puis je veux donner le préambule que je me suis dit que, en fait, on est athlète et on est être humain. Et Mhm. puis, je donne le droit à la partie athlète de moi-même d'être déçue. Ouais. Mais je donne plus d'importance à l'être humain en premier. Puis, je me dis qu'on se doit quand même de célébrer. Là. Je pense que j'ai fini sur le podium de l'UTMB, puis en troisième position. Et faut que je le célèbre parce que si je le célèbre pas, à quoi bon, tu sais, à quoi bon faire tout ce qu'on fait et si on est juste là pour être dur sur nous-mêmes, je vois pas vraiment la raison pour laquelle on fait tout ça. Tu sais, je trouve ça difficile et je trouve que pro- probablement beaucoup d'ultra-trailers me rejoindront quand je dirais que c'est rare qu'on traverse une course et qu'on est 100% fier de ce qu'on fait. Mhm. Je pense que la raison première, c'est parce qu'on vit, tu sais, on se prépare tellement pour une course et on est tellement au fin fond du baril quand on traverse la course que c'est très facile de tomber négativement dans une spirale de j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc, c'est sûr que je t'avouerai qu'entre la dernière, quand je me suis entre le moment où je me suis fait dépasser par Woodcroft ou même avant ça parce que les choses allaient plus bien, jusqu'à la ligne d'arrivée, tu vois, j'étais peut-être assez assez bas dans le fond du trou, mais quand je suis arrivée à la ligne, en fait, je me suis dit non, là, faut quand même que je profite du moment. J'ai quand même réussi à traverser la ligne avec, oui, j'ai 2 ischios qui étaient complètement barrés, mais rien à voir avec la blessure que j'ai eue en 2022. Et puis aussi, je me dis, tu sais, c'est respectable quand même, une troisième position derrière Ah, Cathy c'est et Ruth. respectable et pas Et assez fort comme mot, Marianne, là. non, mais ce que je veux dire, c'est, Je en fait, comprends. c'est, je me dis, je veux célébrer tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, tu vois, avant que je tombe vraiment dans une analyse profonde à savoir pourquoi je suis déçue, je veux juste vivre le positif et me dire, OK, je vais célébrer, puis je vais en profiter. Je me dis, c'est fait. J'ai travaillé pendant 2 ans pour en arriver là. J'ai fait une performance dont je peux être fière. Je vais prendre le temps de bien vivre la performance avant de digérer un peu de l'amertume que j'ai avec ma Ouais. fin de course. Parce que, effectivement, en fait, je suis pas très fière à partir du Grand Col Ferret jusqu'à l'arrivée, en fait, je veux vraiment, vraiment essayer de régler tous mes problèmes en avant-course pour pouvoir arriver en fait, avoir la capacité de faire la course jusqu'à la fin. Je l'ai dit plusieurs fois. Je pense que j'ai rempli cet objectif-là par le fait que je me suis pas entièrement blessée, mais j'ai été quand même très limitée là dans mes capacités à la fin. Et puis ça, je veux le régler une fois pour toutes. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je suis sur la bonne voie. Je trouve ça encourageant le fait que j'ai pas terminé en blessure complète.
mais je pense qu'il y a encore du travail à faire et c'est là-dessus que je vais me focusser là, pour l'année à venir et m'assurer que je prends encore plus soin de mon corps et que je puisse prendre des bonnes décisions qui feront en sorte que ben, potentiellement un jour, je vais pouvoir faire la course jusqu'à la fin et être fière de mon UTMB au complet parce que je trouve ça dommage. Mais encore une fois, je me dis aussi que il y a personne qui finit l'UTMB frais non plus. On a tous nos défis et puis il y en a pour qui ça se représente de différentes façons. Moi, c'est sûr que c'est des bris mécaniques qui arrivent et puis j'ai l'impression par après de pas avoir le contrôle sur mon corps. Mais je sais très bien aussi qu'il y en a qui, en fait, tout le monde a des bris quelconques et puis c'est juste une façon de gérer ça. Et puis moi, c'est justement ma gestion de tout ça qui fait en sorte que j'aimerais la travailler plus et faire en sorte que ma descente, tu vois, la descente de la flégère à l'arrivée est dans mon livre à moi pitoyable et j'aimerais ça améliorer cette portion-là, c'est certain. Mais tu vois, c'est là-dessus tu sais, c'est là-dedans que je vais me tourner dans les semaines à venir. Ben, je trouve ça bien que tu le sépares aussi dans le sens où c'est normal que l'athlète veut se perfectionner, puis veut améliorer, puis peut se permettre d'être déçu de certaines gestions de course ou certaines situations, mais que tu ramènes aussi, puis que tu donnes autant d'importance à l'autre volet qui est la personne, puis je veux dire, il y a 2 ans, tu as terminé l'UTMB, puis qu'une blessure majeure, puis les mois qui ont suivi, je suppose qu'il y a eu des moments où tu t'es peut-être questionné sur votre cas de refaire ce sport-là à ce niveau-là, parce que veux pas, c'était majeur comme blessure, puis là, de revenir, puis non seulement de la compléter, juste ça, c'est immense, mais de le faire 1h20 plus rapide que 2022. Tu sais, indépendamment de la position, le sport progresse. Puis c'est drôle, j'écrivais avec Lucie Bartholomew après la course. Puis tu sais, je pense que son chrono lui aurait donné un podium dans la majorité des éditions de l'UTMB. Puis cette année, elle termine 10e. Puis c'est juste beau de voir que le sport progresse puis s'améliore. Puis tout le monde, le niveau général augmente. Mais tu as quand même fait l'UTMB 1h20 plus rapide sur un parcours similaire. C'est immense, ça aussi. Hein? Ouais, c'est sûr. Puis c'est pour ça aussi que je te dis, je dois le féliciter. Tu sais, j'étais fière de. Tu sais, je me rappelle qu'en 2022, quand j'avais dit que je visais un peu le 24 heures, on m'avait dit que j'étais très audacieuse et Ouais. que c'était trop élevé. Puis, ben moi, j'y croyais. Puis j'ai l'impression que ben j'étais fière de mon temps, tu vois, en 2022, malgré les blessures. Et puis c'est pour ça aussi, comme je te dis, que je veux le célébrer. Mais je vois quand même du potentiel énorme à amélioration et c'est ce que je veux faire. Mais c'est sûr que la chose qui me réjouit le plus, c'est que moi, je m'étais dit un peu si je refinis l'UTMB avec une blessure, en fait, probablement que j'allais mettre une croix sur les 100 miles et que j'allais me tourner vers les 100 kilomètres parce que les 100 kilomètres m'amènent pas dans ces états-là. En fait, un 100 kilos, pour moi, mon corps est capable de le soutenir, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, en fait, c'est encore drôle, la Suisse canine, j'ai fini quand même avec une assez grosse douleur, mais mon point, c'est que c'est une moins grosse demande mécanique pour mon corps et mon corps me remercie. Ouais. Et donc, je m'étais dit, si l'UTMB passe pas, je veux plus refaire ça. Tu sais, à chaque fois que je me blesse, je paye le prix, j'ai des séquelles et ça fait encore plus difficile pour moi de revenir. Et donc, mais là, tu vois, j'ai fini l'UTMB puis je me rappelle que, tu vois, sur ma ligne d'arrivée, j'ai eu la pensée que j'avais hâte d'y retourner déjà. Tu vois, pour moi, c'est quasiment instantané. Ah ouais. Donc, ouais, puis c'est comme ça que je le sens, tu vois, j'ai juste hâte d'y retourner, mais avec de l'amélioration pour pouvoir un peu plus euh, un peu plus réussir la portion Champais arrivée parce que c'est vraiment celle-là qui m'a coûté le plus cher dans les deux cas. Ben, c'est extrêmement positif juste d'être déjà sur la ligne d'arrivée et d'avoir hâte à la prochaine fois. Des fois, il y a un petit délai de 24 heures entre ces deux émotions-là. Toi, c'était un délai de 24 secondes, c'est très bon. Ouais, ça se fait assez rapidement habituellement. Ben, en tout cas, moi, je tiens à dire que tu nous as fait rêver. Là, c'est pas la première fois que je te dis ça, mais tu sais, il y a un mouvement intense quand on a des Québécois sur des courses, puis je le vois même en fin de semaine, au moment où on enregistre, il y a plein de Québécois sur des courses dans les White Mountains. Puis il y a toujours ce sentiment-là de fierté quand on voit les nôtres qui performent ou qui complètent des épreuves un peu partout. Puis je sais que pendant l'UTMB, c'est extrêmement intense aussi. Puis tout le monde de la communauté te suivait avec beaucoup, beaucoup d'intérêt puis beaucoup de fierté. Fait que j'espère que tu le reçois puis tu le ressens parce que c'est malade ce que tu accomplis. Là. Ben, c'est super gentil, puis c'est pour ça, encore une fois, que ben, je vous remercie parce que vous m'aidez un peu
capitaliser sur ce bonheur qui devrait se vivre après l'UTMB. Je pense que toute seule, je te le dis, c'est facile de tomber dans une spirale où tu veux juste faire mieux puis tu veux juste t'améliorer. Mais ça aide beaucoup, en fait, ça aide énormément. Puis je veux vraiment prendre le temps de vous remercier de cette vague d'amour parce que c'est niaiseux, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin parce que c'est aussi à ce moment-là où potentiellement on pourrait être le plus profondément dans le trou. Donc, ouais, je vous remercie parce que ben ça se fait ressentir puis ça m'aide un peu à comprendre que ce que j'ai fait, c'est bien, puis que faut que je l'apprécie il faut que je vive le moment, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Avant qu'on se laisse, Marianne, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu sais, là, tu ressors de ça, tu es en récupération, tu disais que tu en allais faire du vélo dans les prochaines semaines en France. C'est quoi les plans pour les prochaines semaines, prochains mois? Ben, les plans sont encore à déterminer. Je t'avouerai que, en fait, j'attendais de voir un peu dans quel état j'allais être post-UTMB avant de mettre des plans quelconques, mais j'ai quelques projets. J'ai le désir de retourner sur la ligne de départ de la Western States et puis je considère bien faire ça l'année prochaine. Et puis en fait le projet s'est un peu lancé parce que moi une course que j'ai toujours voulu faire c'est la Tarawera en Nouvelle-Zélande. Et puis, c'est le 15 février, donc ça arrive quand même assez rapidement. Je me suis dit, au lieu peut-être d'avoir une autre course en fin de saison potentiellement que j'attendrais, puis je commencerai tôt la saison prochaine parce que j'ai toujours voulu faire la Tarawera. Et puis, cette année, ça s'avère que c'est une course Golden Ticket. Donc, je pense que c'est là-dessus que je m'enligne, mais je t'avouerai aussi ben, comme je te dis, j'ai aussi la grosse envie de me retrouver sur l'UTMB encore une fois. Donc, je sais pas, je suis un peu contrariée, mais je me dis potentiellement que j'irai quand même avec le plan Tarawera et puis je verrai par la suite là, ce que je veux faire en fin de saison 2025. Mais c'est là-dessus que je me dirige. Et puis, dans tout ça, je compte bien revenir au Québec durant le temps des fêtes pour passer du temps avec ma famille et puis bien commencer la nouvelle année. Belle opportunité d'aller visiter l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est un beau coin. Je sais pas, t'es-tu déjà allé dans ce coin-là? Non, je suis jamais allée dans aucun des deux pays. Fait que je me dis que si j'ai la chance d'y aller, ben je vais y aller évidemment pour plus de temps que juste la course. Donc je vais potentiellement bien commencer à préparer ça. Ah oui, aller s'entraîner sur les terrains de Rootcroft, on parlait d'elle, c'est son coin de pays. Tarawera, c'est le 100 kilos ou c'est le 100 000 qui est Golden Ticket? Les 100 kilos. OK, c'est le 100 kilos, parce qu'ils ont aussi un 100 000, mais c'est le 100K qui est Golden Ticket. OK. Ouais, exact. Fait que top 2 hommes et femmes ont leur ticket pour la Western. Ouais, exact. Et puis il y a Thibaut qui est aussi motivé par le projet. Donc on va se faire un petit voyage dans cette région-là du monde en janvier, février prochain. Très intéressant. Thibaut qui a eu un gros baptême sur l'UTMB aussi. C'est son premier 100 000. Puis on l'a vu, je veux dire, de compléter cette épreuve-là puis de le faire dans le temps qu'il fait comme baptême de 100 000. C'est extrêmement impressionnant. Mais on sentait, je sais pas, je veux pas embarquer là-dedans. Je l'inviterai au podcast, mais on sentait dans son non-verbal à son arrivée qu'il il venait de prendre une claque parce que cette distance-là, elle est longue. Et puis, Thibaut, c'est un gars qui récemment, on le voyait être très sur des formats Golden Trail Series, sur du marathon de montagne. C'est une augmentation intense en durée, là. Ouais, puis j'ai trouvé ça vraiment particulier parce que en fait les deux, quand on traverse la ligne d'arrivée, on fait un peu le même mouvement. Je sais pas si tu as remarqué, mais on hausse tous les deux les épaules, puis on lève les bras en voulant dire, tu sais, on est un peu découragé, puis on est un peu déçu, puis c'est un peu la même chose pour lui. Je pense qu'il peut être très, très fier d'une grande partie de son UTMB. Puis, il l'explique par un arrêt complet du corps, en fait, quelque part dans la descente vers Vallorcine aussi. Donc, je pense que si tu suis sa progression ou sa régression, en fait, il a progressé jusqu'à ce moment-là. Puis après, il a survécu jusqu'à l'arrivée. Puis, c'est ça qui est difficile, en fait, c'est quand ta fin de course, quand ta fin de course est plus difficile, ben, c'est dur de revenir sur c'est dur de finir avec un point de vue positif parce que c'est difficile, mais je pense quand même qu'il peut être très, très fier de son premier 100 miles et sur un UTMB, c'est pas facile de se lancer comme premier 100 miles, surtout avec la pression qui vient avec son profil, effectivement. Là, quelqu'un qui vient de la Golden Trail Series qui se lance sur l'UTMB, c'est un gros saut où tout le monde a des opinions et puis je pense qu'il peut être très fier et il est ravi de sa préparation et de sa course.
Ah ouais, clairement. Marianne, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi, puis c'est toujours un plaisir de découvrir tes impressions parce que on la suit la course, on la voit la course, mais c'est le fun d'entendre ce qui s'est passé en arrière du rideau. Puis toujours un grand plaisir de t'accueillir. Je sais que les gens adorent t'entendre réaliser ce que tu as accompli, puis t'entendre raconter c'est ça, ce qui s'est passé dans le rideau. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Merci à toi. On aura certainement l'occasion de se reparler dans les prochains mois pour la suite de cette série-là. Le récit en Océanie sera sûrement très intéressant. Ouais, en effet, j'ai hâte de le raconter déjà. Merci Marianne. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast et le partenaire de Marianne, et Capic 1, Noctem, mes partenaires café et bière. Merci tout le monde. Puis Marianne, on te souhaite un bon repos, une bonne ride de vélo en France. Yes, merci. À bientôt. Bye tout le monde. Ciao.